We were trying to answer, how could a group, shadow brokers as they've called themselves, been able every month to come out and offer for sale samples of what clearly was code used inside the National Security Agency to break into foreign computer systems. Yeah. So if you are an adversary state, you look at this and you can go into your computers and say, is the NSA inside my system? Et bien là, on a la NSA qui se fait hacker et tout le monde se dit comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Raban Desbois, je suis hacker et écrivain, et aujourd'hui, je vais vous raconter les histoires les plus fascinantes des plus grands cybercriminels de notre époque. Si vous aimez les histoires de hackers et d'agences de renseignement, alors il y a de fortes chances pour que vous adoriez celle-ci. Parfois, je me demande encore comment est-ce que ceux qu'on appelle les shadow brokers, comprendre en français les courtiers de l'ombre, ont pu mettre la main sur un arsenal de guerre numérique appartenant à la NSA. La NSA, tout simplement l'agence de renseignement américaine la plus importante. Le budget annuel de la NSA est de 80 milliards de dollars. Alors qu'en le 15 août 2016, les shadow brokers annoncent sur Twitter avoir obtenu une avalanche de programmes développés par la NSA, au pays de l'oncle Sam, on est sous le choc. Il faut vite savoir qui sont ces hackers, pour qui ils travaillent, et les arrêter. Waouh, s'ils sont capables de faire ça, mais ils sont capables de quoi d'autre? Aller expliquer à un président de la République que le verre est dans la pomme, bah là on est retourné dans les années 50. La vraie question, c'est qui sont les shadow brokers? This is the headquarters of the National Security Agency. It's the secret heart of America's intelligence services, and this is about as close as we can get. The NSA headquarters are on a fortress-like military base. We were just trying to get the camera out the car, and a security guard came right up. We were told by an NSA employee who was with us that if we get the camera out, there'll be someone on us in 2 minutes, and the material will be confiscated. Pour vous situer un petit peu le contexte, les fuites de la NSA sont rarissimes. On se souvient tous, bien sûr, de Edward Snowden, désormais mondialement connu, qui avait notamment révélé plusieurs programmes et logiciels d'espionnage de masse de la NSA, comme Prism ou XKeyscore, totalement illégal et inconstitutionnel, soit dit en passant. Edward Snowden, c'est un agent de la NSA qui part avec des milliers de documents confidentiels qui démontrent que les États-Unis sont en train d'espionner tout le monde. Ok, on le savait. Et d'ailleurs, on fait pareil. La question, c'est est-ce qu'on le fait aussi bien? À l'issue de ces révélations, on apprend que la NSA est quasi omnisciente. Que vous soyez un fermier de l'Alabama, simple citoyen américain, ou bien Angela Merkel ou Nicolas Sarkozy, personne n'est épargné. Pour bien comprendre ce que représente la NSA aux États-Unis, je pourrais vous donner un exemple très simple. Le budget annuel de la NSA est de 80 milliards de dollars, ce qui signifie que chaque année, les États-Unis investissent à peu près un demi-Bernard Arnault dans cette agence de renseignement. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, les fonds déclarés. De la moindre recherche au moindre appel, la NSA est derrière chaque clic, chaque requête et chaque like. Concrètement, ils savent tout, ils observent tout et ils voient tout. À ce moment-là, évidemment, une bombe diplomatique explose. Le peuple s'indigne, les manifestations sont organisées partout dans le monde, mais en réalité, sur le papier, rien ne change. Aux États-Unis, l'effet est délétère puisque la sécurité nationale, c'est quelque chose de charnel, en fait, comme nous, en France, avec la Révolution. Alors qu'en 3 ans plus tard, une nouvelle fuite affecte la NSA avec de nouveaux documents publiés, qui mettent cette fois-ci la lumière sur leur sombre manigance du catalogue ANT, les alarmes s'activent. Le catalogue ANT, Advanced Network Technologies, ça regroupe toutes leurs failles informatiques, leurs hacks, leurs exploits et les logiciels d'espionnage et outils de surveillance qu'ils peuvent utiliser lors de leur mission. La NSA se sert de nombreux outils pour remplir ses missions. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mais vous pouvez être sûr que si elle avait ces outils-là, c'était pas pour s'en servir, c'est parce qu'elle s'en servait. Si un juge ou le président dit « Je veux qu'on ait la capacité d'écouter Ben Laden, qu'on ait la capacité d'écouter un Pablo Escobar quel qu'il soit », il faut qu'on ait les outils pour le faire. Et donc, ils avaient des failles, ils en ont toujours des failles, ces fameuses vulnérabilités, ces fameux chevaux de Troie, il faut bien les avoir pour pouvoir agir.
Tout bascule le 13 août 2016. Un tweet en provenance du compte @shadowbrokers annonce détenir plusieurs dossiers contenant les outils et failles informatiques utilisés par Equation Group, suspecté d'être le bras armé des hackers d'élite de la NSA. Dans un anglais fracassé, les Shadow Brokers offrent gratuitement la première salve de fuite. On va être très clair, hein. Ça a fait énormément sourire des gens de la CIA. Ça a fait sourire et aussi rugir des gens du Pentagone. Pourquoi? C'est qu'on a l'un des leviers de la cybersurveillance et de la cybersécurité, mais aussi de la sécurité physique de l'oncle Sam. Il y a un trou, il y a une brèche. La NSA ne va pas dire « oui, je me suis fait attaquer, je suis nul », parce que c'est comme ça que ça va être interprété. Bien sûr, ils sont pas nuls. Il faut être très humble en cyber et on peut tous se faire avoir, quand bien même on soit l'un des meilleurs. Ce groupe de hackers a exigé à l'époque 1 million de bitcoins pour une vente aux enchères, soit à peu près 600 millions de dollars à l'époque, pour continuer à dévoiler encore plus de contenu appartenant à la NSA. 1 million de bitcoins comme montant d'enchères, ça ne semble pas réaliste d'un point de vue quantitatif, mais d'un point de vue financier, ça peut être réaliste si jamais les Shadow Brokers ont bel et bien tous les outils qu'ils prétendent avoir. Je suis pas certain qu'ils cherchaient vraiment à gagner de l'argent. Je pense qu'ils cherchaient à gagner de la notoriété. Qui peut dire, moi j'ai mis aux enchères une cyberarme de la NSA. Voilà, dans le milieu un peu underground des hackers, je veux dire, c'est un sacré fait d'armes. En publiant ces documents, le groupe promet que ce n'est que le début. Les Shadow Brokers maîtrisent l'art du suspense et du timing. Cette entrée fracassante des Shadow Brokers intrigue énormément. Déjà, dans une affaire de hack, une histoire d'enchères, c'est totalement inédit. Encore plus fou, ces malades mentaux n'avaient même pas prévu de remboursement pour les enchérisseurs qui ne remporteraient pas la mise. Alors, je sais pas si ça a joué dans l'équation, mais cette vente aux enchères n'a pas du tout rencontré de succès. Au contraire, c'est même une défaite cuisante. Mais non, ils pensaient pas avoir l'argent. Et puis, sur quel compte? C'était pas structuré pour recevoir cet argent. Non, là, on était sur un coup de com'. Est-ce qu'ils se sont pas dit, tiens, si on les vend aux enchères, la NSA va nous les racheter? Bah oui, quel est le meilleur moyen de poser un silence à la primo-victime? Et NSA, t'as vu, j'ai prouvé que je t'ai volé des choses. Bon, allez, paye-moi et puis on part bon copain. À travers un communiqué, les Shadow Brokers se plaignent du manque de courage des différents acteurs de l'écosystème et annoncent être déçus de la communauté. Ils n'ont reçu que 1,76 bitcoin jusqu'à présent, équivalent à l'époque à environ 1000 $. Qui va acheter ça? Qui va prendre le risque d'être vu en train d'acheter ça? On n'est pas en train de parler d'un portable au cul du camion, hein. On est en train de parler d'outils de cyberarmes de la NSA. Donc de toute façon, je suis pas certain qu'ils pensaient vraiment avoir des enchères. Mais même si la vente aux enchères n'a pas marché, les agences de renseignement américaines doivent quand même identifier au plus vite les courtiers de l'ombre et surtout authentifier les documents qu'ils ont publiés afin de savoir s'ils sont vrais ou pas. Au départ, ils pensaient avoir affaire à un remake de l'affaire Snowden. Les enquêteurs privilégient d'abord la piste d'une fuite interne. Un prestataire fâché, un employé mal payé, en bref, un mec qui a pété un câble. On va être très clair avec les Shadow Brokers, ce qui est certain, c'est que c'est pas le petit pirate du coin qui s'est dit « Tiens, un ordinateur de la NSA, tiens, je vais rentrer dedans avec mon petit couteau suisse. » Et certains éléments plaident en faveur de cette théorie. Les premiers documents dévoilés par les Shadow Brokers renferment différentes versions d'un même logiciel, des tutoriels d'utilisation et des fichiers à vocation interne, probablement issus d'un catalogue d'outils dans lesquels piochent les équipes chargées des opérations offensives de la NSA. Pour les États-Unis, il y a une taupe et il faut la débusquer. Mais c'était absolument nécessaire de trouver un coupable. Et ça pouvait pas être l'institution, ça pouvait pas être les États-Unis en tant que tels, donc il fallait en trouver un chez nous. C'est plus simple d'avoir des Snowden que d'avoir des ennemis. Le 5 octobre 2016, la justice américaine annonce l'arrestation de Harold Thomas Martin III, soupçonné d'avoir volé des données classées top secrètes alors qu'il travaillait pour un sous-traitant de la NSA, l'agence Booz Allen Hamilton. Il faut savoir que celui qui a été arrêté, c'était quand même plus de 50 téras d'informations que le gars avait quand même volé du bureau. On dit de pas ramener du travail à la maison. Lui a quand même rapporté et du travail et des documents top secrets. On a plusieurs experts qui émettent l'hypothèse d'un lien entre Harold et les Shadow Brokers. L'analyse de ces disques durs révèle effectivement la présence de milliers de documents,
Certains mentionnaient secret ou top secret, contenant du code source de logiciels développés par la NSA pour s'introduire dans les systèmes informatiques. Dinguerie totale. À partir du moment où les documents sont déjà dans la nature, le problème est déjà là. Donc la boîte de Pandore a déjà été ouverte. À ce moment-là, pas besoin d'être inspecteur gadget pour comprendre que Harold va être considéré comme le principal suspect en relation avec les Shadow Brokers. Parce qu'au moins, si c'est quelqu'un de l'intérieur, on peut comprendre comment contrôler le risque, tandis que si ça vient d'un hack, ça peut venir de n'importe où. La question qui se pose, est-ce lui qui a donné des documents sensibles aux Shadow Brokers, ou pire, ferait-il partie du groupe de hackers? L'affaire est embarrassante pour la NSA. C'est déjà la deuxième fois en 3 ans que l'un de leurs sous-traitants dérobe des informations ultra secrètes. Qu'on s'appelle la CIA, la NSA ou un service de renseignement, on n'est pas open bar normalement. Normalement, tout ça est compartimenté. Harold est donc poursuivi par la justice américaine pour détention de matériel secret et vol au détriment du gouvernement. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison, mais son lien avec les Shadow Brokers ne sera jamais confirmé et les documents en sa possession ne correspondent pas à ceux dévoilés par les Shadow Brokers. Bon, est-ce que c'est vrai? De toute façon, on est dans un jeu de poker menteur. Folie totale, à travers un communiqué, les Shadow Brokers expliquent même ne pas être des criminels irresponsables et surtout n'avoir absolument aucune connexion avec Harold. Retour à la case départ pour la NSA. Un mois et demi après l'arrestation de Harold, les Shadow Brokers ressurgissent. Sauf que là, cette fois-ci, fin des enchères, ils ont arrêté leur délire du million de bitcoins, ils ont fait un prix familial avec un tarif réduit pour les étudiants, et on baisse le prix du package de la NSA à seulement 10 000 bitcoins, loin du million voulu au départ. La plupart des chercheurs en cybersécurité commencent à croire qu'un hack a vraiment eu lieu. On a quand même plusieurs éléments concordants qui établissent un lien entre les fichiers mis en ligne par les Shadow Brokers et le couple NSA Equation Group. L'éditeur russe Kaspersky, mondialement connu, identifie des algorithmes de chiffrement similaires à ceux utilisés par le groupe Équation, qui officie partout dans le monde. Les Shadow Brokers ne seraient donc pas des farceurs, ni des trolls, mais bien de sérieux acteurs de la scène cyber. À l'époque, il y avait peu de crédibilité sur la véracité de ces informations. C'est a posteriori que les experts de sécurité ont dit que c'était hautement improbable que ce soit finalement autre chose que effectivement des données qui étaient chez la NSA. Je pense que c'était plutôt la panique à bord. Plusieurs questions se posent désormais. Jusqu'où va la fuite? Et surtout, que vont en faire les Shadow Brokers? Pour éviter une catastrophe, impératif d'identifier ces hackers. Les fuites de data de la NSA ont eu lieu en pleine période électorale. Elles pourraient viser à déstabiliser le Parti démocrate déjà hacké un mois plus tôt. Snowden, quant à lui, accrédite cette thèse. Pour lui, c'est un début de cyberguerre froide. Entre les États-Unis et la Russie, il y a une longue histoire d'espionnage et contre-espionnage. Peut-être ça donne une raison pour croire qu'eux, ils sont responsables. Dans un message envoyé par les Shadow Brokers, il réfute totalement la théorie de Snowden tout en laissant planer un doute. Malheureusement, la question de l'attribution en cyber est extrêmement compliquée. C'est impossible de savoir avec certitude qui se cache derrière ce groupe, et pire encore, les créateurs de ce groupe veulent peut-être faire porter le chapeau à une nation. Pourquoi pas les Russes? Donc à l'époque où les Shadow Brokers ont publié les fichiers, il y a eu énormément de spéculations pour savoir si c'était une opération qui était faite dans le but de saboter la réputation des États-Unis par un autre pays, ou est-ce que c'était quelqu'un qui était en interne qui a publié ces fichiers? Jusqu'à maintenant, on ne sait toujours pas qui ils sont. Des chercheurs en linguistique vont donc disséquer chacun des messages des pirates. À première vue, le mauvais anglais semble immédiatement indiquer que ces hackers ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Pourtant, ces erreurs grammaticales et structurelles seraient en fait commises de façon intentionnelle et pourraient être un stratagème pour ralentir l'enquête et nous mener vers une fausse piste, voire désigner un coupable idéal. Alors, le message que ça a fait passer, en tout cas, aux spécialistes linguistiques, c'est que la façon dont ils faisaient des fautes en anglais était simulée et qu'en fait, on était sur une personne qui était vraiment anglophone. Mais encore une fois, on ne sait pas. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui parle très bien anglais et qui vit en Russie. Il y en a plein. L'auteur du message maîtrise les expressions et les références culturelles américaines. Selon les chercheurs, il est même très probable qu'il soit en réalité anglophone. Après tout, il pourrait aussi être américain. Pourquoi pas?
Et à chaque message, on en apprend un peu plus, mais en même temps, on n'apprend rien du tout. C'est juste la suite au prochain épisode. Est-ce qu'on va en apprendre plus? Supposition, fausse piste, impossible d'attribuer cette attaque avec certitude. En janvier 2017, les Shadow Brokers décident de jeter l'éponge. Apparemment pour eux, pas assez de bitcoin, trop de risques, surtout que la deuxième enchère n'a pas non plus fonctionné véritablement. Et puis à un moment, je pense qu'ils ont voulu se débarrasser de tout ça parce qu'il fallait les stocker. Et puis ils se sont dit, bon bah voilà, on ne gagnera pas d'argent. Ils se sont rendus compte que s'ils allaient pouvoir gagner de l'argent, ils allaient obligatoirement se faire piéger. Parce qu'en face, leur ennemi, qui était la NSA, c'était pas le petit boucher du coin ou le petit magasin d'un pays limitrophe. Dans un long message, le groupe tire sa révérence, un adieu honnête dans lequel il révèle que les positions politiques et les commentaires qu'ils ont pu tenir à l'égard de certains chercheurs en cybersécurité n'étaient qu'en fait qu'une stratégie marketing pour attirer l'attention du grand public. Donc j'ai fait partie des chercheurs principaux qui ont publié des analyses sur certains des outils qui ont été publiés, les risques que ces outils pouvaient entraîner pour les entreprises, etc. Donc à partir du moment où j'ai publié ces fichiers-là, je suis arrivé un peu dans leur radar et ils se sont mis à me mentionner plusieurs fois sur Twitter et dans certains de leurs blog posts. Et côté trésor de guerre, on est très léger, voire trop léger. Avec seulement 10 bitcoins récoltés, qui à l'époque équivaut à peu près à 7800 $, le butin est rachitique. Fin du game pour les Shadow Brokers, le mot de passe pour déchiffrer le contenu de cette fuite est un simple « nique le monde ». Quelle poésie. Il conclut en beauté avec un énigmatique « Vous auriez dû faire confiance au courtier de l'ombre ». Discret, tapis dans l'ombre, aucun message n'est publié. Le silence radio est total et absolu jusqu'en avril 2017, où ils vont marquer l'histoire en se retrouvant à l'origine de WannaCry, la plus grosse cyberattaque de tous les temps. Le 15 avril 2017, à travers leur dernière vague de fuites, se trouvaient plusieurs exploits pour Windows, c'est-à-dire des types de failles informatiques qui, une fois exploitées, pourraient causer un chaos cosmique. Les Shadow Brokers viennent de ressurgir et ils viennent de frapper fort, très fort. La responsabilité des Shadow Brokers avec WannaCry est très simple. Shadow Brokers va voler des failles, des vulnérabilités inconnues, les diffusent publiquement, donc là du coup c'est comme s'ils avaient lancé des clés USB contenant des bombes à l'intérieur. Et donc du coup c'est plus de 300 000 ordinateurs bloqués dans le monde, 150 pays impactés. Jusqu'à présent, ces failles n'étaient pas publiquement connues. Et en fait tout ça, ça change la donne drastiquement. Parce que dans le milieu de la cybersécurité, on appelle ça un zero day. C'est une faille si importante qu'elle doit être absolument corrigée en zero day. Comprendre 0 jour. Comprendre aujourd'hui, concrètement, c'est urgent. Il faut imaginer en fait un poison qui n'a pas d'antidote et du coup qui peut se propager, qui peut infecter. Et c'est là où si en fait on a un hacker malveillant lui qui va trouver cette faille et qui va vouloir l'utiliser sur plein de postes, là ça devient une catastrophe. Parce que les exploits publiés par les Shadow Brokers, et plus précisément la faille Eternal Blue, permet à WannaCry de se propager de manière autonome à travers les réseaux, et ce, sans aucune interaction nécessaire des utilisateurs. Ce qui veut dire que le virus progresse comme un ver et se propage de machine en machine et de réseau en réseau. Eternal Blue servira d'arme numérique pour WannaCry, un ransomware, c'est-à-dire un logiciel de rançon qui se propage partout sur la planète à la vitesse de la lumière en mai 2017. Concrètement, vous êtes devant votre ordinateur, vous travaillez dans, Telefonica par exemple, c'est une des sociétés qui était impactée, et là, tout d'un coup, votre ordinateur est chiffré. Compte à rebours à l'écran. Et là maintenant, si vous ne souhaitez pas que ce compte à rebours se termine à 0, payez-nous. Parce que si vous ne nous payez pas, on ne vous rend pas vos ordinateurs. Et là, tu peux plus travailler, tu peux plus recevoir de courrier, tu peux plus en envoyer, tu peux plus avoir accès à tes clients. Et la seule chose que tu dois faire, c'est payer. WannaCry a pris en otage des entreprises, des ministères. Le ministère de l'Intérieur en Russie a été piégé par WannaCry. Et pour obtenir la clé de déchiffrement, il faut payer une rançon en bitcoin de 300 $. Tous les ordinateurs qui tournaient sur Windows 7 ou une version antérieure et qui n'avaient pas fait la mise à jour de Microsoft de mars étaient potentiellement vulnérables. Enfin, à un moment, on en est à utiliser des versions de logiciels pourris, qui sont même plus supportées, là où en fait on appelle le support, ils vont dire « Ah non, mais en fait, nous, on gère pas, c'est trop vieux ».
Et en fait, sur des systèmes qui pourtant ont une importance vitale, puisque maintenant c'est comme ça qu'on les appelle en France, les organismes d'importance vitale. Heureusement qu'un autre pirate informatique a trouvé la petite faille du mauvais code qui a permis de l'arrêter. WannaCry aura quand même eu un scénario de mini-cyber 11 septembre. C'est la première fois où il y a eu des vraies répercussions qui viennent du cyber à la vie réelle. Des milliers de sociétés bloquées, des ascenseurs aux malls en passant par des hôpitaux et des usines, absolument tout et n'importe quoi pouvait être paralysé. Pourtant, seulement 400 paiements de rançon ont été effectués. Un total de 54 bitcoins récoltés pour les hackers, l'équivalent de 380 000 € au cours de l'époque. Très honnêtement, très décevant pour une attaque de cette envergure. WannaCry, c'est une œuvre d'art, quelque part. Pourquoi? Parce que ça a très bien fonctionné, parce que le nom est rigolo, parce que ça a permis aussi une prise de conscience globale, en tous les cas importante, parce que ça a touché tout le monde. WannaCry a eu l'effet d'une baffe sur le monde, une gifle de lucidité sur les dangers et les risques associés au cyber qui, jusqu'à présent, soyons honnêtes, n'avaient jamais vraiment été pris au sérieux. Pour moi, vu de ma lorgnette, les shadow brokers, ça représentera une sorte de lanceur d'alerte sur les conséquences que peuvent avoir le fait d'entreposer des failles zero day pour des États. Après tout cela, tous les États du monde ont commencé à s'interroger sur les responsables de cette cyberattaque pour savoir si oui ou non les shadow brokers étaient véritablement impliqués. Une chose est sûre, ils ont réussi leur coup. Est-ce que ça a été un peu un rappel à l'ordre pour toutes les agences de renseignement et prendre des mesures en place? Oui. Est-ce qu'elles font de leur mieux? Sûrement. Est-ce que ça suffit? Pas du tout. La menace est fantôme et le doute est planant. Les shadow brokers sont-ils réellement des hackers en quête d'argent ou est-ce simplement une affaire d'espionnage mondial? Plusieurs théories, notamment par exemple Snowden, qui est maintenant réfugié en Russie, qui disait que derrière Shadow Brokers, il y avait finalement l'État russe. À côté de ça, la NSA, eux, ont dit que c'était plutôt une fuite interne, voire un sous-traitant. Donc finalement, on n'est pas sûr à 100% de qui sont vraiment les Shadow Brokers, mais plus encore, quel but ils avaient quand ils ont fait ces divulgations finalement de données et ces hackings. Même si je ne pense pas qu'ils soient derrière WannaCry, ils l'ont rendu possible via leur fuite. Ils ont simplement donné un lance-flamme à un pyromane. Après WannaCry, les ransomware sont devenus très populaires. Un mois plus tard, NotPetya, une autre attaque dévastatrice du même genre, infligeait autant de dégâts, si ce n'est plus, que WannaCry. Une mode est lancée dans le milieu des hackers. Les Shadow Brokers, quant à eux, ont totalement disparu, laissant derrière leur passage un océan de questions et une nouvelle vague du cybercrime.